« 1960. Au Québec, bien des jeunes ne terminent même pas leur école primaire. En éducation, une grande révolution s'impose. Des officiers. Ici Anne-Marie Dussault, bienvenue à Tout le monde en parlait. Début des années 60. En éducation, le Québec tire dangereusement de l'arrière. Bien des jeunes n'ont pas accès à l'école, il n'y a même pas de ministère de l'Éducation. L'Église catholique est aux commandes. Mais un jeune ministre libéral, Paul Gérin-Lajoie, prend le taureau par les cornes, il veut tout réformer. C'est le début d'une révolution pas très tranquille. Fin des années 50. Au Québec, la fréquentation scolaire est la plus faible au pays. Chez les francophones, l'éducation est sous-financée. Des religieux et des religieuses dévoués, mais aussi des laïcs mal payés, assurent l'instruction des jeunes. En milieu rural surtout, l'instruction s'arrête au milieu ou à la fin des études primaires. Seul le cours classique réservé aux élites mène à l'université. Ça ne peut plus durer. On a tous la même histoire à raconter. Hein? Nos parents n'étaient pas très instruits ou ils n'étaient pas du tout. Ils rêvaient d'instruction pour leurs enfants. Ça, c'est clair que c'était dans l'air. En 1960, l'arrivée au pouvoir des libéraux de Jean Lesage et de son équipe du tonnerre, comme on l'a surnommé, donne espoir aux parents québécois. Mon grand rêve, c'était que tous les jeunes Québécois aient accès à tous les niveaux d'éducation. Aussitôt élu, Paul Gérin-Lajoie, le député vedette de Vaudreuil-Soulanges, manifeste son intention de prendre en main les réformes en éducation. Il n'était pas question dans l'esprit de M. Lesage, à ce moment-là, de créer un ministère de l'Éducation. Alors, moi, il m'invitait à devenir procureur général. Lesage me dit, tu n'as pas l'air bien content, Paul. Il dit, à quoi t'attendais-tu? Les choses de l'éducation. Jean Lesage accède finalement aux vœux de son député. Il lui confie le ministère de la Jeunesse avec la responsabilité de tout le réseau d'enseignement qui était jusque-là partagé entre 9 ministères différents. Le ministre a ce qu'il veut. Dès le printemps 61, il fait adopter 12 projets de loi réunis dans un document qu'il intitule « La Grande Charte de l'éducation », un document visionnaire. Alors, tous les éléments de ce qui constitue les responsabilités d'un ministère de l'Éducation se trouvaient en germe dans cette grande charte de l'éducation. Mais la Grande Charte ne pourra pas toucher au pouvoir de l'Église sur l'éducation, comme l'aurait souhaité Gérin-Lajoie. Un pouvoir presque absolu, explique le sociologue Guy Rocher, l'un des artisans de la réforme des années 60. L'État québécois, au 19e siècle, avait délégué aux évêques le pouvoir politique sur l'enseignement public. Si bien que les évêques avaient un pouvoir total sur l'enseignement public et ils avaient un pouvoir à peu près complet sur l'enseignement privé. Ils ont un regard sur les programmes, ils ont un regard sur l'approbation des manuels, ils ont un regard sur toutes les nominations importantes. Ils contrôlaient vraiment tout. L'État doit rechercher la lumière de l'Église, non pas pour s'évader de ses responsabilités, mais pour s'éclairer sur elle. Pour ne pas déplaire aux évêques, Jean Lesage a invité son ministre à biffer de la Grande Charte tout ce qui les contrariait. Gérin-Lajoie compte dorénavant sur la Commission royale d'enquête sur l'enseignement qu'il vient de créer pour parvenir à ses fins. À la surprise générale, il nomme à la tête de la commission Alphonse-Marie Parent, un évêque. Du point de vue politique, c'était un coup de maître. Au départ, la nomination indispose Guy Rocher, lui aussi membre de la commission d'enquête. Mais Monseigneur Parent n'hésitera pas à se distancer des évêques qui veulent maintenir leurs privilèges.
J'entends encore mon sieur parent se retourner de mon côté et me dire « Ils vont être surpris, ceux-là. » C'était l'humour de mon sieur parent. Parce que déjà à ce moment-là, nous avions l'idée que ça ne pouvait plus durer et que nous allions vers des propositions qui allaient faire bien mal à l'épiscopat. Il faut que les problèmes urgents et les besoins vitaux de l'enseignement soient présentés au cabinet, à la législature et au public par un ministre qui en a la responsabilité. C'est pourquoi nous avons recommandé la nomination d'un ministre de l'Éducation. J'avais dans la tête que c'était pressé et j'ai convaincu M. Lesage de l'urgence de procéder. Fin juin 63, le gouvernement dépose le Bill 60, qui crée un ministère de l'Éducation et met fin au pouvoir de l'épiscopat sur le système d'enseignement. Le moment semble propice. Les évêques du Québec sont à Rome pour assister au Concile Vatican II. Mais aussitôt rentré à Montréal, le cardinal Paul-Émile Léger fait part du mécontentement de ses collègues au premier ministre Lesage. Rien ne va plus. Autrefois, le lobby des églises s'exerçait en catimini. Les évêques rencontraient le premier ministre hors des regards de qui que ce soit, discutaient des choses et en convenaient. Lesage met fin à ce jeu de coulisses et exige que les évêques lui déposent un mémoire en bonne et due forme. En revanche, il force Gérin-Lajoie à retarder le dépôt du Bill 60. Gérin-Lajoie encaisse le coup, mais pas question que les évêques lui mettent des bâtons dans les roues. Il ira vendre directement son projet à la population. Avant de partir, il prépare ses arrières au Conseil des ministres, où il n'a pas que des alliés. Auprès, je leur ai dit, je m'en vais demain en tournée à travers le Québec. Et quand j'arriverai dans la circonscription électorale de l'un et de l'autre, je ne veux pas qu'on me contredise sur les objectifs du projet de loi et sur la décision du gouvernement d'y procéder. Bill 60 en main, Gérin-Lajoie part en tournée et ratisse le Québec. Il savait que le monde finirait par se rallier à lui, que la hiérarchie, en supposant qu'elle hésitait tant que ça, se rallierait aussi. Alors pour lui, il marchait vers un triomphe. Un politicien ne se prive pas d'une marche vers un triomphe. Quand M. Lesage a vu les rapports des médias sur toutes ces assemblées, bien sûr que ça renforçait sa conviction que le projet de loi arrivait à son heure. Un véritable ballet diplomatique s'enclenche alors entre Jean Lesage, Gérin-Lajoie, le cardinal de Québec et l'archevêque de Montréal, Paul-Émile Léger. Et avec le temps, tous les évêques ont accepté le leadership du cardinal Léger, qui lui aussi préconisait, sans employer ces mots-là, la diplomatie. Il convient d'instituer sur ces problèmes un dialogue ouvert et loyal. De négociation en modification, le Bill 60 obtient finalement l'aval de l'Assemblée des évêques du Québec. Une victoire historique, mais à quel prix? Nous n'avons fait aucune concession de fond. Ça a été seulement des concessions de forme. L'Union nationale fait aussi campagne contre le projet, une opposition qui n'aura jamais l'impact de celle des évêques. Le Bill 60, dans sa forme actuelle, est une parodie de démocratisation de l'enseignement. On ne démocratise pas l'enseignement en imposant la pédagogie par des fonctionnaires aux enseignants. Quand j'entendais ce genre de discours, pour moi, c'était une vieille sornette qui revenait à la surface. Mai 64, le fruit est enfin mûr. Paul Gérin-Lajoie devient le premier ministre de l'Éducation du Québec. Le nouveau ministre mise sur les autres recommandations de sa commission d'enquête pour poursuivre sa réforme.
sœur Marie-Laurent de Rome vous attend. Sûrement, ma sœur, que la plupart des téléspectateurs qui nous regardent en ce moment et qui nous entendent seront surpris de nous voir sur le même écran. Dans les années 60, l'animateur Jacques Normand est reconnu pour son humour irrévérencieux. Oh mon Dieu, cette émission-là, mon père en avait tellement peur. La jeune religieuse ne sera pas mise en boîte par l'animateur, et pour cause. Elle est un membre connu et respecté de la commission parents qui doit reviser, entre autres, tout le réseau d'enseignement, de la maternelle à l'université. Tout le Québec attend ses recommandations. Sœur Laurent de Rome porte aujourd'hui son nom de jeune fille, Guylaine Roquet. Il y a des moments où tout n'est pas rose, où nous nous sentons un peu écrasés par ce que suppose cette responsabilité. Nous avions fait ce tour d'horizon en ayant une meilleure idée de ce qui était capital. La formation des maîtres, l'accès de tous à l'éducation, la facilité de mouvement à l'intérieur du système, le financement équitable de l'éducation. Nous avons bien sûr reçu 200-300 mémoires, si je me souviens bien. Nous avons tenu des séances publiques dans tout le Québec. Nous avons voyagé beaucoup. En 1964, les commissaires déposent la deuxième tranche de leur rapport au nouveau ministre de l'Éducation. Ils proposent un bouleversement complet du système existant. Mais je dirais qu'au Québec, nous sommes allés plus loin que d'autres pays dans la transformation du système d'enseignement. Nous avons été vraiment, je dirais, à l'extrême. Il a fallu que tout le monde s'habitue à l'idée qu'il n'y aurait plus d'école normale. Les commissions scolaires seraient regroupées. Il n'y aurait plus de comité catholique et de comité protestant, que ces deux institutions-là perdraient complètement leur pouvoir. Derrière les portes closes, les commissaires réalisent que tel qu'il est conçu, le système scolaire québécois n'est pas éligible aux subventions versées par Ottawa pour l'enseignement technique. Le Québec perd ainsi chaque année des millions de dollars. Les réformes des commissaires en matière d'enseignement secondaire et collégial tiendront compte aussi de cet enjeu qui n'a rien à voir avec la pédagogie. Et nous, il fallait rapidement se dépêcher de mettre les choses en position acceptable pour recevoir aussi notre part de ces financements-là. Les commissaires recommandent donc de jumeler l'enseignement technique à l'enseignement général dans les écoles secondaires et même les collèges. Un concept qui était déjà dans le collimateur de Gérin-Lajoie. Et les subventions fédérales peut-être ont contribué à renforcer notre concept et surtout la réalisation de ce concept. Il faut faire vite, les programmes fédéraux achèvent. Gérin-Lajoie lance l'opération 55, qui porte à 55 le nombre des commissions scolaires régionales catholiques. Il en profite pour préparer la population à la venue de grandes écoles polyvalentes. Parce que là, il s'agissait d'avoir le plus gros possible pour aller le plus vite possible, pour aller chercher le plus d'argent possible. On était là, on faisait un hold-up à Ottawa. Les commissaires, eux, avaient pris le temps de réfléchir au fonctionnement des polyvalentes, des écoles d'environ 1600 étudiants encadrés par des professeurs titulaires. Pour des questions de temps et d'argent, le ministère fait fi de ces recommandations et autorise la construction d'énormes campus de 3000 étudiants. Entre ce que le rapport parent a voulu faire, ce que Gérin-Lajoie avait demandé qu'on fasse et ce qui s'est fait, il y a un monde. Émile Robichaud était directeur d'école secondaire à l'époque. En 1968, il lance un cri d'alarme sur les effets désastreux de ces énormes polyvalentes anti-pédagogiques, écrit-il dans un livre intitulé « Adolescents en détresse ». Il faut que vous compreniez qu'autrefois, l'adolescent avait un groupe, c'était sa classe, avait son territoire, son pupitre, avait ses volumes. Déplacement incessant des élèves, plus de sentiment d'appartenance à un groupe, ni même de professeurs titulaires. Il y a dérapage, constate très tôt le directeur d'école.
On a violé 2 lois fondamentales, la loi du clan et la loi du territoire. Avec le résultat qu'on s'est retrouvé dans des problèmes de violence incroyables. Les écoles polyvalentes, je crois que l'idée était excellente. Il aurait seulement fallu veiller à garder une cohésion des groupes scolaires et une présence d'un professeur principal. Les trop grosses polyvalentes, bien, ça augmentait encore le chaos, le fouillis, la difficulté de toucher les étudiants et de les former. Les membres de la commission sont loin d'être satisfaits du déroulement des opérations. Tous les enseignants n'étaient pas prêts à entrer dans cela. Toutes les commissions scolaires n'étaient pas prêtes. Tous les programmes n'étaient pas prêts. Donc, il y avait une part d'improvisation que l'on peut regretter. Gérin Lajoie, lui, estime qu'il n'avait pas le choix d'agir vite. Quand on me disait « tu ouvres des écoles sans avoir les enseignants », bien, j'ai dit « c'est une question de l'œuf ou de la poule. On commence par quoi? Par avoir un bâtiment avec des élèves, avec des professeurs, peut-être insuffisamment préparés. Mais moi, je préfère avoir cela, puis les enfants dans l'école, plutôt que sur la rue. » La première année du ministère, là, c'est chaotique. Enseignant en histoire, Denis Vaugeois fait partie des jeunes recrues au ministère de Gérin Lajoie, chargé de créer les nouveaux programmes pédagogiques. Les examens de juin 65, là, les examens de fin de secondaire, hein? Il y a des jeunes qui n'avaient pas fait les examens qui ont reçu leur diplôme. Il y a des jeunes qui avaient fait les examens qui n'ont pas reçu leur diplôme. Et ceux qui recevaient des diplômes, c'était n'importe quoi. C'était vraiment dramatique. D'ailleurs, vous savez, il y a un mot qui circulait au ministère pour expliquer tout ce qu'on faisait. Il y avait un mot. C'était le pifomètre. Mais on disait, mais pourquoi? Alors, il y a quelqu'un au pifomètre qui avait décidé que c'était ça qu'il fallait faire. Le pifomètre, c'était notre instrument de mesure. Gérin Lajoie n'a pas le temps de s'attarder au dérapage. Il a d'autres réformes en vue, dont celle de tout le niveau collégial, les futurs cégeps. En 1966, le réseau des polyvalentes s'étend. Les fonctionnaires du ministère de l'Éducation préparent à la hâte la venue des cégeps. Les programmes des cégeps, ça s'est fait en 2 fins de semaine de 2 jours. On est réunis dans un sous-sol d'école ou sous-sol d'église. Desbiens est un philosophe, ça prenait de la philosophie. Donc ça a été réglé vite. Et il y aura tant d'heures de philosophie. Raymond Benoît, qui était mon collègue, lui, puis qui croyait à l'éducation physique, on était sûr d'avoir de l'éducation physique, tant d'heures, et ainsi de suite. On s'est distribué les heures sur 2 fins de semaine. Après ça, il nous restait à faire confiance aux professeurs pour mettre un peu de contenu. La plupart des collèges détenus par les communautés religieuses seront vendus au ministère et le cours classique sera aboli. Là encore, à l'encontre des vœux de la commission parents. C'est pas que nous ne voulions plus du collège classique. C'était que nous ne voulions plus que ce soit la seule voie qui mène à l'université. Et on a saccagé des choses qui fonctionnaient. Ce qu'on a fait au cégep, ça a été de donner des petits cours de 45 heures, puis du macaroni coupé par morceaux, là. Alors ça, je n'ai jamais pardonné ça. Je crois que c'était absolument opposé à ce que nous rêvions de la pédagogie du cégep. Ni les parents, ni les étudiants, ni les professeurs n'ont le temps d'absorber tous ces nouveaux régimes. Et en même temps, les gens voyaient fermer, là. Ils voyaient fermer leur école, l'école de métier. Ils voyaient fermer l'école technique. La rumeur voulait que l'école normale allait fermer. L'Institut familial, c'était plus bon, et etc. Hey, les gens disaient, qu'est-ce que c'est? Ils sont partis pour la gloire, ces gens-là. Et moi, je fais un lien entre la défaite des libéraux en juin 1966 et cette forme appelons ça, pour être gentil, d'improvisation. La dernière tranche du rapport de la commission parents est la goutte qui fait déborder le vase. Les commissaires recommandent entre autres l'abolition des traditionnelles commissions scolaires confessionnelles. Une patate chaude pour Jean Lesage, qui tente d'en retarder la publication, mais en vain. Les commissions scolaires linguistiques au lieu de nos commissions scolaires confessionnelles, etc., c'est parce que ça ne passera pas. Un jour, ça passera, mais pas là.
Et comme de fait, dès que le rapport est sorti, ça a été doucement mis sous le tapis. Lesage ne touchera pas au caractère confessionnel des commissions scolaires. Mais les réformes ont fait beaucoup de mécontents. Et le 16 juin 1966, le gouvernement libéral perd le pouvoir. Comme on sait, le gouvernement Johnson qui a suivi, puis le gouvernement Bertrand ont poursuivi la réforme complètement, presque à la lettre. Malgré la défaite, Gérin Lajoie croit avoir réalisé son rêve avec succès. Je n'ai pas à l'esprit là de choses très significatives là, que je ferais différemment si je me trouvais de nouveau dans les souliers du ministre. D'autres réformes ont suivi celles de Paul Gérin-Lajoie, soulevant autant de débats que de controverses. Vous le savez, c'est loin d'être parfait dans le monde de l'éducation. Mais le père de cette révolution pas très tranquille a atteint l'objectif qu'il s'était fixé il y a plus de 40 ans. Offrir à tous les jeunes du Québec, riches ou pauvres, un accès égal et gratuit à l'éducation, de la maternelle au collégial. Il fallait un système public fort au Québec, un système d'enseignement public fort, du primaire à l'université. Le gouvernement qui s'est attaqué à cette réforme, la population qui a accepté de la payer, moi, chapeau. C'était mon rêve et j'ai le plaisir d'avoir vu mon rêve réalisé.